Les deuxièmes lignes français et Sudaf, on va en parler un peu. Leurs caractéristiques, leurs atouts en tant que joueur, leur morphotype, blablabla, blablabla. Mais avant, t'as pas envie d'aller voir la finale de la Coupe du Monde? Perso, j'ai réussi à trouver des places pour la petite finale. Je vais voir aussi une des deux demi-finales, mais la grande finale, impossible. Dès que tu vois qu'il y a des places, le temps de cliquer, le site il a bugué. Impossible d'en avoir. Eh bien, j'ai la solution si tu veux une chance de remporter 2 places pour la finale de la Coupe du Monde de rugby. En catégorie 1, s'il vous plaît. Le club de Saumur, dans lequel j'entraîne des petits pitchouns, des U8, U10, organise une tombola pour gagner 2 places d'une valeur de 1 900 €. Ça coûte 10 € le ticket. Pour le moment, il y a 200 tickets qui ont été vendus. Ça veut dire que si tu achètes 2 tickets, tu as une chance sur 100 de gagner. Énorme. Le tirage au sort, il aura lieu le 24 octobre à 17 h avec la présence d'un huissier. Le gagnant, il sera contacté par mail et par téléphone. Donc si tu veux tenter ta chance pour remporter 2 places pour la finale de la Coupe du Monde de rugby en catégorie 1. La tombola, elle est sur le site internet de Saumur. Tu as toutes les informations dans la description et toutes les modalités de la tombola sur le site de Saumur. Et le gagnant, il remporte les 2 places, attention. C'est-à-dire que c'est pas un gagnant une place, un autre gagnant une place. Parce que sinon, tu t'imagines, tu passes le match à la finale de la Coupe du Monde avec quelqu'un que tu connais pas ou que t'aimes pas. Oh là là, la tuile. Donc si tu gagnes les 2 places et tu peux m'inviter, pense à moi. Hein. La seconde ligne, des joueurs costauds, puissants, grands, très grands, rugueux, agressifs, parfois à la limite de la méchanceté et en revanche adorables en dehors du terrain. Les mecs, quand ils se rapprochent de toi, ils te font une éclipse. Rarement mis en avant. Pour moi, ils font partie de ces joueurs qui occupent les postes peut-être le plus importants dans le rugby moderne. Et pourtant, j'aime pas dire ça, j'aime pas mettre des joueurs en avant par rapport aux autres. Mais les deuxièmes lignes, c'est quand même à part. Avis totalement subjectif, mais déjà, c'est dur de trouver des mecs qui sont grands. Ce sont eux tes fers de lance en conquête. Les défenses, elles circulent tellement vite, elles s'organisent tellement rapidement que ouais, déplacer la baballe, c'est bien, mais au bout d'un moment, il va te falloir des casseurs de ligne, des mecs qui sont capables, de par leur densité physique, de gagner du terrain. Et les mecs, les deuxièmes lignes, ils font partie de ces joueurs-là. Et évidemment, quand tu fais 2 mètres et 115 plombes, ça t'aide à avancer. À mes yeux, la seconde ligne, ça sera une des clés du match de ce week-end contre les Box en quart de finale de la Coupe du Monde. Et je suis pas très bon sur l'évaluation des profils devant, les attendus au poste, les subtilités. Alors s'il y a des oublis, des choses à rectifier ou incomplètes ou que vous avez vraiment des choses à dire, n'hésitez pas parce que j'apprends en permanence sur le rugby. J'essaye de me débrouiller avec mes petits moyens. Autant sur les attendus au poste derrière, je suis pas trop mal. Autant les attendus au poste devant, c'est un peu plus complexe. J'ai l'impression qu'il va y avoir une opposition de style entre les deux deuxièmes lignes avec les Français qui sont de redoutables guerriers, exploseurs de bouche, casseurs de plaquage, poseurs de cul, capables de te faire creuser une tombe comme une taupe en colère. Et les Sud-Africains, beaucoup plus mobiles, toujours à la recherche des espaces, des passes supplémentaires pour pouvoir avancer, capable de te faire des passes vrillées à pleine vitesse sur le pas, tchac tchac. Bref, des joueurs de ballon quoi. Une seconde ligne réputée pour sa capacité à franchir grâce à ses passes après contact, ses passes sur le pas et ses jeux au pied. T'as jamais entendu parler des 50-22 de Hetzevet? Mais il faut que tu vois ça. Il y a un mec qui vient le brancher dans ses 22 mètres, 50-22. Bon, c'est peut-être l'inverse, on a peut-être une deuxième ligne qui est un peu plus joueuse en France et un petit peu plus dans le combat et l'agressivité chez les Box. En réalité, on va avoir des vrais artistes sur le terrain. Ils vont nous faire des concours d'impro de poésie, ça s'annonce grandiose, même si ça devrait faire quelques étincelles par moment. Je me suis intéressé du coup au profil des deuxièmes lignes des deux équipes et à anticiper un petit peu ce que ça peut donner en termes de physionomie de match et ce qu'on va pouvoir attendre dans ce combat des deuxièmes lignes, ce qu'ils vont apporter respectivement à chaque équipe. Avant de commencer, vraiment un énorme merci à vous tous, à tous ceux qui mettent des commentaires, des pouces bleus et ceux qui s'abonnent parce que la chaîne elle arrête pas de grandir et peut-être que pour le quart de finale on sera à 50 000 abonnés et franchement je m'y attendais pas du tout. Merci de m'aider à faire avancer la chaîne et je vous avoue que j'ai plus trop le temps de répondre à tous les commentaires comme je faisais avant. Avant que j'oublie, je vous demande pardon puisque sur une des dernières vidéos, je disais dans l'introduction que j'étais pas fort sur les réseaux sociaux et notamment TikTok et Instagram et je demandais de l'aide et je disais que j'étais un autiste et je me suis fait reprendre à très juste titre puisque l'autisme ce n'est pas quelque chose dont on peut rire et c'est ce que j'ai dit, je me suis excusé en disant je suis désolé en fait c'est des expressions qu'on se construit au fur et à mesure du temps et on fait même plus attention quand on les dit et même s'il n'y a pas de méchanceté, c'est des expressions qu'il faut tout simplement bannir. Et donc vous avez raison de me reprendre sur mes tics de langage, sur ma coupe de cheveux de temps en temps. J'essaie de faire des efforts de communication. Mais avant de commencer, si t'es pas abonné et que c'est pas la première vidéo que tu regardes, t'as le droit de lâcher ton meilleur pouce bleu et ton petit abonnement avec la cloche. Et on est parti!
Une seconde ligne, c'est un peu comme une formule de chimie. Un savant alliage entre de la hauteur, de l'agressivité, de la puissance et surtout des neurones. On a tendance à les occulter de la deuxième ligne, les neurones, alors qu'il ne faut pas. Tu cherches à avoir des joueurs grands pour dominer la bataille aérienne, notamment en touche, mais également avoir des joueurs puissants parce que quand tu as besoin de mettre du combat pour avancer, tu as besoin de ces mecs-là. Mais pour gagner la guerre de la touche, il te faut aussi des joueurs qui sont intelligents puisqu'il y a des stratégies qui sont établies en touche et quand tu vas être dans l'alignement, il va y avoir beaucoup de tactiques en fonction de... En fait, c'est une adaptation en temps réel à comment va se positionner l'adversaire, ce que tu peux faire, où est-ce qu'ils sont forts en compte, quel joueur a pris un petit star et aura du mal à sauter. Il y a plein de petits trucs à prendre. Mais il faut aussi que ta deuxième ligne, elle soit très bonne dans la circulation sur le terrain parce qu'elle va être amenée à toucher beaucoup de ballons. C'est des gros porteurs de ballons qui vont du coup devoir trier aussi les ballons qui vont toucher. On dit souvent que le numéro 4, il est plus aérien que dense. C'est le numéro 5 qui doit être un petit peu plus planté puisque lui, il va tenir l'axe droit de la mêlée. En effet, quand tu tiens l'axe droit de la mêlée, c'est comme le pilier droit, il va se retrouver avec la tête entre le pilier gauche et le talon et donc il va devoir résister entre guillemets à la poussée de deux mecs en même temps quand il est au milieu. Et bah pour le deuxième ligne, il est aussi plus dense puisque généralement c'est lui qui va devoir soutenir l'axe droit de la mêlée. Mais en réalité, je vous avoue que ces statistiques, j'ai l'impression que c'est plus valable au niveau amateur ou sur le rugby d'un ancien temps et que dans le rugby professionnel, ça a beaucoup moins de sens. En amateur, tu es en numéro 5 de 115 kg, il n'y a personne qui le soulève en touche. En pro, les mecs ils font 140 kg et ils se font jeter en l'air. Alors ça m'a travaillé en fait cette morphologie et ces morphotypes des deuxièmes lignes dans le rugby moderne de haut niveau et surtout cette différence entre le 4 et le 5. Donc je suis allé chercher sur un site, c'est All Rugby, je crois, des statistiques. Elles sont vraies, je pense, à quelques kilos près, ça dépend si c'est avant ou après les vacances. Mais j'ai chopé tous les deuxièmes lignes des 4 premières nations mondiales, donc de la France, de l'Irlande, de l'Afrique du Sud et de la Nouvelle-Zélande, pour comparer les profils 4 et 5. Et on s'aperçoit que les différences sont vraiment très infime entre les profils 4 et 5, voire 6 de temps en temps. En Nouvelle-Zélande, en numéro 4, il y a Brodie Retallick qui a 2,04 m et 121 kg. Scott Barrett, 197 cm et 119 kg, qui peut lui évoluer en 4 ou 5. Et Sam Whiteclock à 2,02 m pour 120 kg. Donc on s'aperçoit déjà que la deuxième ligne néo-zélandaise, j'en ai pris que 3, ils sont tous à 120 plombs. En Irlande, Ryan Bird, il est à 1,98 m pour 113 kg. Tad Burn à 114 kg pour 1,98 m. Et il a été plus souvent 4 que 5. James Ryan, 2,01 m pour 115 kg, qui lui joue à droite. Et donc on s'aperçoit quand même que si tu prends ça, ils sont entre 5 et 7 kg de moins les deuxièmes lignes irlandais que les deuxièmes lignes néo-zélandais. On dirait pas comme ça. En Afrique du Sud, on a Eben Etzebeth, 2,04 m pour 119 kg, Snyman, 2,06 m pour 117 kg, et Mostert, 1,98 m pour 112 kg. En réalité, je pensais vraiment que les différences morphologiques entre le 4 et le 5, elles allaient être beaucoup plus impressionnantes. On s'aperçoit que c'est plutôt similaire et si tu reprends l'historique des matchs, tu t'aperçois que tous, enfin ou la plupart, ils peuvent dépanner en 4 ou en 5, c'est-à-dire qu'ils sont permutables. Autant pilier droit, pilier gauche, je pense qu'il y a plus de spécificité et il y a moins de joueurs qui sont polyvalents. Autant entre 4 et 5, ils font à peu près les mêmes physiques, ils jouent à peu près le même rugby. Et ils peuvent dépanner, il y en a même qui vont dépanner en troisième ligne. C'est le cas de Ryan Bird ou de Cameron Woki, ils jouent en troisième ligne et ils peuvent jouer en seconde ligne en équipe nationale. Club c'est plutôt 6 et en équipe nationale tu bascules en 4. Et nous en France on a le très petit et très léger Cameron Woki, 1,97 m pour 109 kg. T'as vu le gringalet un peu? Et ouais, dans les 4 premières nations mondiales, je crois que c'est le seul joueur qui joue deuxième ligne et qui est en dessous de 1,98 m et de 110 kg. En termes de taille, je pense que 1 cm on peut s'accorder pour dire que c'est pas grand chose. En revanche, côté poids, la différence ne semble pas énorme, mais tout dépend de qui tu as en face. Si tu mets Eben Etzebeth, il y a quand même un delta de 10 kg. Ensuite, on a Flamand à 2,03 m lui et 116 kg. Et Tao qui met tout le monde d'accord, 2,01 m, 136 kg. Bah, lui c'est le plus lourd en fait. C'est le plus lourd des deuxièmes lignes des 4 premières nations mondiales. Maintenant que les présentations sont faites, ok, Woki c'est pas le plus gros et le plus grand des deuxièmes lignes. Et alors, je me suis interrogé un petit peu savoir si ça pouvait être un handicap. À mon petit niveau bien évidemment. Au niveau de la défense, si tu te fais rentrer deux mecs qui sont à pleine vitesse l'un contre l'autre, évidemment t'as envie de dire s'il y en a un qui est plus costaud que l'autre, il va lui rouler dessus. Là je pense que je surprends personne. Mais ça veut dire une chose, c'est que tu occultes totalement la technique de plaquage et la capacité que les joueurs vont avoir à venir attraper aux jambes et faire tomber. Si tu attrapes aux jambes et que tu fais tomber,
il n'y a pas de raison que ça tombe pas. T'as déjà vu quelqu'un qui avançait avec les pieds attachés? Et donc oui, t'as ce delta poids qui peut être important dans certaines phases, mais au niveau du plaquage, je ne suis pas sûr que ça soit un souci d'être plus léger. Notamment avec cette défense de l'équipe de France. J'ai fait une vidéo vraiment un petit peu technique, mais sur les qualités de la défense de l'équipe de France, qui notamment a cette faculté de venir te chercher loin dans ton camp. Les mecs balancent leur corps dans le camp adverse et derrière, quand ils sortent, ils roulent et forcément, ils ralentissent le soutien offensif et blablabla et blablabla. Je fais une vidéo de 20 ou 30 minutes là-dessus. Si ça t'intéresse de la voir, vas-y. Je reviens pas sur le sujet. Et d'ailleurs, j'ai pris un commentaire d'un mec qui m'a dit « Ouais, tu passes ton temps à nous parler de tes anciennes vidéos. » Ben, regarde pas en fait. Donc pour moi, quand on va jouer cette équipe d'Afrique du Sud qui, oui, va venir te chercher dans le défi physique, ça peut être très intéressant d'avoir un deuxième ligne qui est certes plus léger, mais qui va avoir cette faculté de monter plus rapidement, même si le plaquage sera subi, ça sera pas un plaquage offensif où tu viens cartoucher le mec, mais par contre, tu fais tomber. Et dès que les mecs vont tomber, là, l'attaque, elle est forcément en difficulté quand elle perd du terrain, puisque la défense est en place, elle peut éventuellement contre-roquer, etc. Je sais pas si vous avez fait attention à l'abotage de Woki sur le match contre l'Italie, mais en défense, ça se déplace partout. Et c'est comme s'il avait été matrixé pour faire ça. Et dans ce cas, je pense que sur les blacks, Woki sera un énorme avantage et pas un handicap. Et tu peux me dire, ouais, mais quand on va être proche de notre ligne, où on peut pas venir tout le temps rusher, faire reculer les mecs en défense, évidemment, tu peux pas. Mais au bout d'un moment, si t'as pas l'opportunité de monter, en fait, c'est des plaquages à deux. T'en as un qui attrape en bas et l'autre qui vient faire la poutre en haut pour bloquer le type et le renvoyer dans son camp. Et ça, ils sont très à l'aise pour le faire et pour identifier en fait les moments auxquels il faut le faire, l'équipe de France. Donc d'un point de vue défensif, Woki est Flamand en plus, parce que Flamand, même s'il est plus lourd, pour moi, il a le même profil mobile, très disponible, et tu le vois souvent en fait monter et balancer son grand corps de 2m0, je sais pas quoi là, dans le camp adverse. Je pense que Woki et Flamand, on sera pas spécialement en difficulté avec la seconde ligne d'un point de vue défensif. D'un point de vue offensif, je pense que leur appétence pour le ballon et la capacité à circuler, à faire des passes, à faire vivre le ballon, ça sera intéressant parce que si ton vis-à-vis est mobile et se déplace sur le terrain en défense, toi il va falloir que tu te déplaces un peu plus, même si tu suis pas ton vis-à-vis en permanence, mais si la deuxième ligne d'en face elle se déplace énormément, toi tu vas devoir te déplacer parce qu'il va y avoir plus de terrain à couvrir. Et c'est là où je pense que ça va être intéressant, parce que cette deuxième ligne mobile va aussi forcer la seconde ligne sud-africaine à se déplacer dans le jeu courant, et la touche pourra être un secteur intéressant à jouer. En effet, quand tu compares avec les profils de la seconde ligne sud-africaine, moi j'ai l'impression qu'ils sont moins mobiles, tu vois. Eben Etzebeth, c'est pas tu te dis pas c'est le petit Woki qui va te mettre des feintes de passe, des petits crochets, etc. Tu vois, Eben Etzebeth, tu penses à un autre style de joueur. Quand tu as un joueur qui est presque aussi grand à 1 ou 2 cm près et qui réagit vite pour monter au contre, c'est efficace, puisque ça veut dire que tu vas perdre moins de temps, ça va monter plus vite, plus haut. En plus, tu as 10 kg de moins, même si pour les mecs, je pense que 10 kg, quand ils t'envoient les bordels en l'air, ça leur fait ni chaud ni froid de porter 10 kg en plus ou en moins. Parce que les Sudaf, si tu commences à les chagriner au niveau de la conquête, ça va sûrement les déstabiliser, comme beaucoup d'équipes. La France, nous, on est capable avec des actions de rien du tout d'avoir des super contre-attaques et de scorer alors que personne s'y attend. Les Sudaf, c'est quand même un jeu où ils viennent te mettre à mal en mêlée et en touche. Et alors là, j'imagine que les staffs et les PC du 15 de France, ils doivent tourner à balle pour pouvoir préparer le match, pour remonter toutes les touches sud-africaines et tout le tralala. Ils ont déjà dû avoir leur banque de données, mais là, ça doit mouliner sévère en fait. Sur les ballons portés, le déficit de poids, est-ce que c'est un souci? Ça, c'est une vraie question, et je pense que c'est très dur de quantifier ça sur des ballons portés. Il y a quand même beaucoup de coordination avec des mecs qui vont arriver à chaque fois avec des angles différents, et savoir si la différence de 10 kg entre deux joueurs, elle est significative au niveau d'un ballon porté, je suis incapable de le dire. J'ai envie de dire que pour un joueur et 10 kg, non. C'est comme pour la mêlée, si on a 8 joueurs et 80 kg, peut-être. Parce que sur la mêlée, il faut se dire une chose, c'est que tout est beaucoup mieux organisé en termes de poussée, de force, etc. Et là, oui, le déficit de poids peut avoir un impact significatif, mais pas que, puisque tu regardes, tu as des mêlées qui des fois mettent 60 kg en plus à d'autres équipes, et l'équipe qui est la mieux organisée au niveau des liaisons, de sa coordination pour pouvoir pousser, etc., elle finit par remporter des pénalités, et elle met après sur des équipes qui sont équivalentes. J'aimerais bien avoir l'avis d'un expert là-dessus. Est-ce que 20 kg dans une mêlée de différence, c'est important? Et à partir de combien c'est significatif? Sinon, est-ce que c'est à partir de 100 kg d'écart que l'écart de poids
te permet d'être moins bon techniquement mais de cabosser l'autre, ou est-ce que c'est l'inverse? Donc moi c'est ma grosse interrogation, ça sera plus la mêlée au niveau de la seconde ligne et comment est-ce qu'on va s'en sortir, parce qu'il faut se dire aussi que quand tu arrives à la mi-temps et que les Sudaf ils font rentrer 7 nouveaux avants qui sont pires que les anciens, parce que quand tu vois Snyman qui rentre, bah le mec c'est un monstre, hein. Le mec c'est un monstre. Snyman, tu le vois, il te fait peur le mec avec sa tête de viking. D'un côté on a aussi nous cette possibilité d'avoir le coaching plutôt précoce qu'on a eu même contre l'Italie, où là c'était Flamand qui était sorti et Tao qui rentre. Là ce sera peut-être Woki qui cédera sa place, Flamand qui basculera à gauche et Tao qui rentrera à droite. Et donc là quand tu fais rentrer un machin de 136 kg à la mêlée, de l'autre côté t'es à 120 kg, ça va, je pense que niveau poids tu t'équilibres. Maintenant, est-ce que l'Afrique du Sud va réellement insister sur ce secteur, sachant qu'ils ont qu'un seul talonneur de métier? Alors oui, ils ont un numéro 6 qui jouait talon avant, si j'ai bien compris, mais de métier, ils ont qu'un seul talonneur. Je le pense sincèrement, c'est que l'importance de cette seconde ligne, elle sera vraiment capitale dans le déroulé et la physionomie du match de ce quart de finale. Oublie pas de me dire si j'ai oublié quelque chose, si je me suis planté en parlant de la deuxième ligne, parce que c'est vraiment pas mon point fort, la touche, la mêlée, les deuxièmes lignes, première ligne, j'ai beaucoup de mal à en parler parce que tant que t'as pas joué devant, je pense que c'est des choses tu peux pas en fait. Il y a trop de technique, trop de tactique, enfin il y a trop de choses devant à apprendre. Déjà que le rugby c'est compliqué quand tu entraînes derrière, mais devant c'est encore, pour moi c'est encore plus complexe que derrière. Donc si tu as des choses à rajouter, n'hésite pas à le faire, à mettre ton petit commentaire, ton pouce bleu si tu l'as pas fait, et puis on se revoit au Clubhouse de Laval. Topette l'ami.